Alors, ce que j'ai fait, vous le voyez à l'écran, j'ai monté ce qu'on appelle un pot de miel, en anglais un honeypot. C'est-à-dire un pot de miel, c'est-à-dire que j'ai un serveur dans mon lab expose des services, notamment des services SSH, des services Telnet, différents types de services, et je regarde ce qui se passe sur ces services et je regarde quelles sont les connexions et les différents types d'attaques sur ce service. Je vais filtrer ça, comme dans mon exemple, je vais filtrer ça à 2-3 jours. Donc, on va prendre le 20, qui était il y a 3 jours, jusqu'hier. Voilà, vraiment, je filtre ces attaques sur 2-3 jours. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente 538 000 scans de mon IP pour reconnaître quels services sont disponibles. Ce sont des vecteurs d'entrée. Ça représente 65 360 attaques sur ces différents services. Ça représente 8 415 tentatives de passer des logins, des mots de passe sur ces services, donc du brute force. Et enfin, ça représente 427 samples, donc 427 malwares qui sont déposés sur ce serveur lorsque les logins mots de passe sont passés en brute force. Quand on regarde dans les pièces illustrées, c'est énorme. Je ne m'attendais pas du tout à ce chiffre-là. C'est exactement ce qui s'est passé. Et je parle d'une seule machine dans mon lab qui est exposée avec certains services, dont ces services qui sont exposés de manière un peu commune. Il y a un serveur HTTP, par exemple. Il y a un serveur MySQL. Il y a un service SSH, un service Telnet. Service classique pour de l'exposition publique. Je n'ai pas exposé un SNB, par exemple. D'accord? C'est vraiment de l'exposition de ports publics, en tout cas de services publics. Quand on regarde ce qui se passe un petit peu, quand je regarde, par exemple, les attaques, on va aller regarder un petit peu dans l'épaisseur du trait au niveau des attaques. On va filtrer ça en ayant des attaques qui ont un succès, c'est-à-dire des attaques où le mot de passe est passé. Je me rends compte que j'ai beaucoup d'attaques, par exemple, sur SSH. Et quand on regarde le mode opératoire des SSH, vous voyez que derrière, j'ai un mode opératoire, je vois les commandes qui sont tapées et j'ai ici un hacker qui vient essayer de hacker mon système, qui vient rajouter sa propre clé. On le voit faire un point SSH et rajouter sa propre clé RSA pour pouvoir accéder au système à travers sa clé SSH. Puis derrière, il fait de la reconnaissance pour savoir ce que c'est comme machine, qu'est-ce qu'il a de disponible, etc. Vous voyez qu'il y a énormément d'attaques qui se passent. Ce sont des vraies attaques ici. Quand on retourne un petit peu ici, qu'on regarde ce qui s'est passé dans les mots de passe, eh bien, sans surprise, le mot de passe qui est le plus demandé, c'est root, avec le mot de passe admin. Je pense que durée de vie d'un serveur Linux qui aurait root et admin comme mot de passe, c'est quelques minutes sur le réseau. Et vous voyez que bien, il y a des mots de passe les plus classiques. J'en ai filtré certains ici. Bien évidemment, pour ceux qui ont des Raspberry Pi, ils savent très bien, le username Pi et le mot de passe Raspberry est extrêmement, extrêmement attaqué sur ces serveurs. Et enfin, quand on regarde les samples, c'est-à-dire les fichiers qui ont été déposés sur ce serveur, vous voyez, il y en a énormément, d'accord? J'en ai plus de 400. Ce sont tous des malwares. Quand on regarde ce que font ces fichiers, quand on regarde le détail de ce que fait ce fichier, c'est un fichier qui est un cheval de Troie, vous voyez ici, mal intentionné, avec beaucoup d'actions où il vient lire les données des utilisateurs, récupérer certainement des logins, des mots de passe ou des définitions de machines. Donc l'installation de chevaux de Troie, de ransomware, de malware, d'où l'intérêt, vous voyez, on voit ici par exemple les différentes attaques qui ont eu lieu, on voit les exécutions de SSH et les différents types de fonctions, ce qui a été lu, vous voyez qu'il y a beaucoup d'ouverture pour voir comment est cette machine, on vient à la recherche de mots de passe et de définition de machine ici, c'est vraiment de la reconnaissance. C'est énorme, ça veut dire que vos systèmes sont extrêmement à risque et je le rappelle, les chiffres que je vous ai cités durant ces 2-3 jours, vous les avez à l'écran, ce sont des vrais chiffres de la vraie vie. Je vais refiltrer, pardon, parce que là, il m'a remis sur 7 jours. 7 jours, on est pratiquement à 1 million de scans. On va se remettre sur 3 jours pour vous montrer les choses. Vous voyez, je suis à 538 000 scans, plus de 65 000 attaques, plus de 8 000 tentatives de brute force de mes systèmes. Ça veut dire que ces chiffres, c'est la vraie vie, c'est réellement ce qui se passe sur un système quand vous partez en week-end. Il faut donc absolument se préserver parce que les menaces sur le système sont non seulement intensives, mais en plus, elles sont nombreuses et variées. Vous avez beaucoup de choses qui peuvent arriver. Ça peut être une zero day, ça peut être une suppression accidentelle par les admins, ça peut être un ransomware, un email malveillant, ça peut être du problème de patching avec des failles qui existent dans le système, du vol, ça peut être du phishing avec l'usurpation d'identité, de la BEC, des défaillances matérielles. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver sur le système.
La complexité aujourd'hui, c'est que vous allez avoir plein de solutions qui vont traiter ces petits îlots de sécurité. Le problème de ça, c'est que ça amène une gestion qui est extrêmement complexe des solutions et une couverture qui est incomplète parce que vous n'avez pas d'interopérabilité entre ces mondes, parce que c'est difficile à analyser, c'est difficile à voir les résultats, c'est difficile de les comprendre les uns vis-à-vis des autres. Est-ce que j'ai une vulnérabilité qui vient d'une défaillance, d'un email malveillant ou qui vient d'un phishing? C'est difficile à savoir quand c'est des solutions multiples. L'intérêt avec notre solution Acronis, je le rappelle, c'est que c'est une solution qui est totalement unifiée, dans laquelle vous allez pouvoir gérer tous ces différents aspects, que ce soit de la sécurité des emails pour les vecteurs d'entrée, que ce soit l'exécution d'une faille zero day, que ce soit de la protection contre les malwares ou les remote access trojan, que ce soit les chevaux de Troie, que ce soit bien évidemment la protection contre les ransomware. Alors, je vous ai pris comme exemple 3 entreprises qui sont vulnérables en essayant de prendre des corps d'activité distincts pour vous montrer que tout le monde aujourd'hui est à risque. Mon IP, qui s'est fait attaquer durant ces 3 jours, et pas une IP en plus qui appartient à un subnet d'un grand hoster et qui serait particulièrement attaqué parce que repéré comme étant des machines hostées. L'IP que je vous ai présenté, c'est l'IP chez moi, qui est une IP chez Free, qui n'a rien de spécifique et qui n'appartient pas à un grand hoster international avec des subnets qui seraient repérés par les criminels. Donc, et ce n'est pas non plus une IP d'un grand groupe industriel, c'est juste l'IP d'un particulier chez Free. Vous voyez à quelle hauteur on se fait tout de même scanner et attaquer. Alors, je vous ai pris un premier exemple, ce sont des vrais exemples de la vraie vie. Je n'ai bien évidemment pas cité les noms, mais ce sont des vrais exemples. Un cabinet d'avocats, un mot de passe beaucoup trop faible sur des sessions RDP. Le Covid aidant, ils ont été obligés un petit peu rapidement de donner accès à distance de leur machine. RDP était très pratique pour ça. On a donné accès au serveur distant. Malheureusement, le serveur distant avait un mot de passe beaucoup plus faible. Le mot de passe s'est fait brute forcer. Bien évidemment, derrière ce qui a résulté, c'est un hacker qui brute force le mot de passe, qui chiffre toutes les sauvegardes et qui vole les données. Donc, exécution d'un ransomware, il vole des données qui partent dans la nature des données clientes. Donc, forcément, déficit d'image pour le cabinet d'avocats, c'est compliqué à gérer. Et puis, ils ont été dans l'obligation de payer une amende de 100 000 $ pour récupérer leurs données. Autre exemple, un cabinet dentaire avec l'ouverture d'un email qui contenait un ransomware. Ouverture d'un email qui peut simplement contenir un lien HTTP, si on est précis, qui va charger un payload qui va installer un ransomware sur la machine. Le cabinet a été hors ligne pendant plus de 6 jours, puisque le ransomware s'est exécuté et a chiffré les machines. Ça veut dire plus d'accès aux agendas, plus de dossiers médicaux, plus de prise de rendez-vous. Ça veut dire renvoi des patients et un cabinet dont le business est à l'arrêt total. Et enfin, une société de services avec l'exploitation d'une vulnérabilité il n'y a pas longtemps, une vulnérabilité non corrigée sur Microsoft Exchange, que vous avez sans doute vu passer. Eh bien, ça a été la messagerie et site web inutilisable pendant plus de 7 jours. C'est 56 collaborateurs dans l'entreprise qui sont au chômage technique pendant plus de 5 jours. Ça veut dire un effet de bord derrière, parce que ça veut dire des projets retardés pendant plus de 2 semaines et donc une perte d'activité, une perte financière qui est d'autant plus importante. Alors, comment Acronis vous protège contre les ransomware? Acronis a plusieurs couches de sécurité. La couche que je vais vous présenter ici s'appelle Active Protection, et cette couche-là a été développée spécifiquement pour empêcher l'exécution d'un ransomware sur un endpoint. Je vais donc vous montrer ça en live et on va parler des mécanismes qui sont mis en œuvre sur cette fonctionnalité. Alors, allons sur le bon environnement. OK, vous avez ici une interface Acronis. J'ai un certain nombre d'alertes. On va effacer les alertes passées. Je n'ai pas d'alerte à l'heure actuelle. Je vais aller sur un de mes environnements et je vais simuler un poste utilisateur qui malheureusement s'est fait infecter par un ransomware, que ce soit par la prise en main à distance d'un pirate ou que ce soit par un mail malveillant qui exécute le ransomware. Ce poste utilisateur, je l'ai mis dans le même dossier pour des questions de simplicité, il a des dossiers, des fichiers qui travaillent de manière absolument classique. Ici, il a du Word, il peut ouvrir son fichier Word, ça, je le clique, sinon ça ne s'ouvrira pas, ça fonctionne sans problème, il a son document Word, il peut travailler absolument normalement. Le hacker étant sur sa machine ou l'utilisateur l'exécutant tout seul à travers un payload qui serait venu par exemple d'un email, eh bien, je vais exécuter un ransomware. Quand je vais exécuter ce ransomware, que j'ai appelé The Bad Guy, je vais vous demander de vraiment regarder les fichiers Word. Regardez bien ce qui se passe sur les fichiers Word ici. Quand j'exécute le ransomware, vous voyez que les fichiers Word changent, c'est marqué Give me all your money, ils sont tous chiffrés.
et ils viennent de revenir tels qu'ils étaient avant. Si vous n'aviez pas focalisé dessus, vous vous seriez rendu compte de rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Les fichiers, je peux tout à fait les ouvrir, ils sont exactement dans le même état qu'ils étaient avant. Je n'ai pas de changement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Le ransomware s'est bien exécuté. Si je retourne dans l'interface d'administration Acronis et que je rafraîchis ça, vous voyez qu'ici, j'ai un ransomware qui a été détecté, Give Me All Your Money, qui a été exécuté sur tel poste et qui a essayé de modifier tous ces fichiers. Et il les a effectivement modifiés. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, notre sécurité a reconnu l'exécution du ransomware à travers son comportement. On a vu ce binaire venir modifier les fichiers, venir les chiffrer. On a donc tué le binaire à très bas niveau au niveau des threads, mais le fait est que pour voir l'exécution d'un ransomware, il faut qu'il ait un comportement. Pour avoir un comportement, il faut qu'il commence à chiffrer. Donc le problème étant qu'il a commencé à chiffrer mes documents Word, et c'est ce que vous avez vu quand vous avez vu mes documents Word se changer par Give Me All Your Money. Mais notre système, derrière, comme on a un agent sur la machine, et rappelez-vous, hein, on sait gérer du bloc de données, eh bien, on gère ce qu'on appelle un cache bloc local. Ça nous permet de dire, je connais toutes les modifications qui ont été faites sur les fichiers récemment, et je sais faire un reverse, donc un revenir à l'utilisation du cache, un reverse sur le cache. Et c'est ce qui s'est passé. Une fois que j'ai tué le ransomware, je connais tous les blocs qui ont été modifiés par ce processus illégal, et je sais remettre les blocs tels qu'ils étaient avant que le ransomware les chiffre. Ce qui offre un intérêt majeur, c'est que je n'ai pas besoin de revenir sur un backup. Je n'ai pas perdu les modifications qui ont eu lieu ne serait-ce que la demi-seconde avant l'exécution du ransomware. C'est un bloc local qui fait que dans la grande majorité des cas, seul l'administrateur s'est rendu compte qu'un ransomware a essayé de s'exécuter sur la machine. En règle générale, les utilisateurs ne l'ont même pas vu. Et vous êtes bien rendu compte qu'on a popé rien du tout sur la machine utilisateur pour lui indiquer qu'il subissait une attaque. C'est tout du côté de l'administrateur. Gros avantage, comme on pop rien et qu'il n'y a pas de sélection à faire côté utilisateur, il n'y a pas de mauvais choix de la part de l'utilisateur. Hein. Si vous mettez un choix sur la fenêtre de l'utilisateur, vous allez le retrouver une fois sur deux avec un mauvais choix. Eh bien, on a agi comme il fallait, c'est-à-dire arrêter le ransomware, remettre les données telles qu'elles étaient et avertir l'administrateur de l'attaque. Ça, c'est un sujet. Je l'avais mis de côté. S'il restait un petit peu de temps, il nous reste 2 minutes avant les questions. Un autre sujet qui est en périphérie de la sécurité. Donc, on va fermer la partie ransomware et on va parler d'un sujet qui est moins à la mode, qui est moins en vogue à l'heure actuelle. On en parle un petit peu moins, mais qui est un sujet, somme toute, qui peut être d'importance, qui est l'exécution d'un cryptominer sur vos machines dont l'objectif est de miner des bitcoins ou n'importe quelle autre donnée virtuelle pour utiliser vos ressources hardware à vos dépens pour que le pirate récolte de l'argent avec. J'ai ici un cryptominer. Nous avons également une couche de sécurité spécifique Acronis pour empêcher le minage de monnaie virtuelle sur les machines. Ça peut être un hacker. Je rappelle malheureusement aussi, et c'est arrivé, il y a eu quelques scandales, des administrateurs indélicats d'entreprises qui s'amusent à faire calculer du bitcoin la nuit dans les data centers ou dans les gros serveurs d'entreprise parce qu'il y a plein de ressources pour les calculs. Ici, notre couche de sécurité va empêcher le minage de bitcoin. Volontairement, je vais exécuter ce minage de bitcoin en administrateur. Vous voyez, la fenêtre va s'ouvrir, je cherche à miner, elle se ferme instantanément. Je ne peux donc pas miner avec cette machine. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais revenir à nouveau dans l'interface Acronis. On va rafraîchir tout ça. Vous voyez qu'ici, activité de cryptominage illégal détectée. Ça a été, c'est XMRig, qui est un mineur de crypto-monnaie avec le processeur qui a été détecté sur la machine. Son exécution a été arrêtée et le cryptominage a été interdit. Et bien évidemment, l'administrateur en a été informé. Donc, c'est plein de couches de sécurité dont le ransomware, dont le cryptominage, dont le malware, dont les virus, dont les rootkits, dont les bootkits, qui font partie du package Acronis. Je rappelle une dernière fois, chose importante, pour le ransomware dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui est que la fin de la chaîne, hein, pensez-y bien, le reste des protections est également extrêmement important.